avant de répondre à la question que vous m'avez posée, permettez que je renchérisse sur ce qu'a dit le président Cyril Ramaphosa pour aussi répondre en même temps à votre question, la question que vous lui avez posée. Pour dire ceci, c'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu, ou si vous voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ceux qui arrivent à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo malgré toutes les preuves et documents qui Donc vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda puisqu'il renie son véritable rôle et qui plus est veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe ou un groupuscule même d'individus qui ne sont que des faire-valoir pour discuter avec un gouvernement comme le nôtre, légitime et reconnu internationalement. Donc ils nous envoient ces supplétifs cherchant à ce que nous allions dans des discussions avec eux pour retomber dans les travers du passé. C'est-à-dire, après les discussions, il va y avoir une scission dans ce groupe-là. Un groupe va venir en République démocratique du Congo et essayer de rentrer dans les institutions, principalement l'armée, et l'autre groupe va faire dissidence pour rester en réserve et se préparer à d'autres agressions. Parce que la réalité, c'est que le Rwanda vit de ça. Ces agressions à répétition, cette instabilité entretenue de la RDC profite énormément et économiquement au Rwanda. C'est ça la vraie raison. Voilà pourquoi le Rwanda ne voudra jamais discuter et voilà pourquoi la République démocratique du Congo refuse de discuter avec ces pantins qu'on nous présente comme des gens qui revendiquent quelque chose. Et donc, nous disons, il y a depuis la première rencontre au sujet de cette crise à Nairobi, puis ensuite le bilatéral que l'Union africaine avait chargé l'Angola d'organiser, il y a désormais, depuis lors, un schéma que nous avons tous avalisé, qui passait par le cessez-le-feu, le retrait, le cantonnement de ces forces terroristes et ensuite leur introduction dans le programme DDRCS, donc des armements, démobilisation et réinsertion ensuite. Donc c'est ça que nous demandons et que nous attendons. Et pour passer maintenant à votre seconde question, j'avais critiqué et non pas rejeté la force est-africaine, critiqué leur comportement vis-à-vis justement de ces accords dont je viens de parler, qui sont clairs. Le SOFA est très clair, avec des dates précises et des modalités même de retrait et de faisabilité, de mise en œuvre de cet accord. Et malheureusement, le contingent est-africain en arrivant n'a pas observé cela. Nous avions remarqué dans les localités où le contingent ougandais et kenyan principalement s'était déployé, il y avait comme une connivence avec les rebelles. Il leur permettait de lever des taxes et de se comporter comme en terrain conquis, ce que les Burundais ne faisaient pas. Donc nous avions juste fait remarquer cela. Depuis lors, nous avons eu des discussions franches et nous nous sommes dit les choses. D'autres modalités ont été arrêtées. Nous avons maintenant d'autres dispositions
et nous verrons d'ici septembre si tout cela se concrétisera. Et à partir de là, nous redéfinirons les choses en fonction de la manière dont elles se seront déroulées. Alors, quant aux forces de la SADC, je crois qu'il n'y a peut-être pas une bonne compréhension. Nous n'avons pas demandé l'aide de la SADC. Vous devez le savoir, au sein de la SADC, il y a un devoir de solidarité déjà. Donc nous n'avons même pas besoin de demander cette aide, elle va de soi. Parce qu'au sein de la SADC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont le devoir de solidarité. Et c'est ce que la SADC a exprimé en m'invitant à cette rencontre de la Troïka, donc c'est le mécanisme de paix et sécurité de la SADC, pour que j'explique la situation de la République démocratique du Congo, mon pays. Et c'est suite à cela que, devoir de solidarité faisant, la SADC a exprimé son désir de venir aussi en RDC, parce qu'obligé par notre charte. Et donc, depuis lors, il est question maintenant de mettre cela en œuvre. Mais vous le savez, je l'ai dit, il y a la force est-africaine qui est là. Il faut d'abord observer comment est-ce qu'elle va se comporter. Et la force de la SADC reste en attente et toujours à la disposition de la République démocratique du Congo pour intervenir à tout moment. Et depuis la semaine dernière, je pense, VPM Affaires étrangères, à Luanda, nous avions convenu devant l'Union africaine et les représentants des autres communautés régionales de donner à la République démocratique du Congo la coordination de toutes ces décisions, le management de toute cette crise. Ça voudrait dire donc que le jour où la République démocratique du Congo le décidera, elle adressera alors formellement son quitus ou son go à la SADC pour qu'elle déploie enfin ses contingents ici. Donc pour le moment, nous sommes avec la East African Force et nous voyons comment le désengagement de ces forces terroristes soutenues par le Rwanda va s'effectuer. Jusqu'à septembre, nous n'avons donc aucun commentaire à faire sur cela et nous aviserons d'ici là. Voilà. Merci Monsieur le Président. Monsieur Grace Amzati de Radio Okapi. Merci. Je m'adresse au Président Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, cette grande commission mixte entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, ou alors la coopération bilatérale entre les deux pays, existe depuis plusieurs années, assortie de plusieurs accords. Quel bilan tirer des précédentes résolutions, notamment en ce qui concerne les facilités à faire les affaires entre les deux pays? C'est parce que c'est grâce à ces bilans, ou suite à ces bilans, que nous pouvons nous faire une lumière sur les éventuels résultats des engagements actuels entre les deux pays. Et la seconde question, Monsieur le Président, de manière concrète, qu'est-ce que vous attendez des Sud-Africains sur le plan économique et sécuritaire? Merci. Merci. Bon, le bilan, je dirais, on ne peut pas dresser un bilan définitif à ce stade, les relations internationales étant pérennes, inscrites toujours dans la continuité, dans l'éternité. Je peux dire que jusqu'ici, ce qui s'est passé était bien, nous pouvions mieux faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il y a toujours, dans les relations internationales, la possibilité d'améliorer les choses. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes penchés cette fois-ci. Vous avez bien entendu le président Cyril Ramaphosa le dire, mais avant, dans le compte rendu du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères également, on a insisté sur le fait que nous allons devoir faire le suivi et la mise en œuvre de cela. Parce que ces résolutions ont toujours été prises et répétées en vœux pieux, et aujourd'hui nous allons
tout mettre en œuvre pour que cela devienne réalité. Et surtout en ce qui concerne le milieu des affaires, parce que comme vous le savez, la difficulté qu'a l'Afrique aujourd'hui, c'est de commercer avec elle-même. Le plus grand nombre d'échanges commerciaux et économiques que l'Afrique fait, c'est toujours en dehors du continent. Le taux d'échange entre Africains est de 16%, si mes souvenirs sont bons, et c'est très très peu, alors que l'Afrique, c'est un continent de près de 2 milliards d'habitants, un marché de près de 2 milliards d'habitants. Et si nous résolvons le problème de l'intégration continentale, je crois que nous allons arriver à devenir une puissance économique et commerciale qui rivalisera avec les autres puissances économiques et commerciales de ce monde. Donc nous avons besoin de davantage accentuer la coopération entre nos États. J'ai parlé tout à l'heure de l'axe Pretoria-Kinshasa. Ça signifie, entre Kinshasa et Pretoria, vous avez deux pays qui sont potentiellement riches, qui sont démographiquement bien peuplés et qui peuvent, avec leur influence, booster toute la zone d'Afrique australe et la mener à un autre niveau économique, ce que nous souhaitons tous. Bien évidemment, cela passe par davantage d'échanges et surtout de suivi des résolutions que nous prenons ici. Et c'est cela, pour répondre à votre dernière question, que j'attends de l'Afrique du Sud. Parce que nous avons dit les choses ici autrement qu'elles n'avaient été dites jusqu'à ce point, et j'espère aussi que nous allons les faire autrement qu'elles n'avaient été faites jusqu'à ce point. Voilà, merci. Alors, mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, le programme est encore très long pour les deux chefs d'État. Ils sont attendus au Palais du Peuple. Et comme je viens de le dire, le communiqué final que nous allons mettre à votre disposition a vraiment toutes les réponses à vos questions. Et nous allons prendre, si vous le permettez, Monsieur le Président, juste deux petites questions, ou une petite dernière en tout cas. Oscar Mbal, directeur des infos de la RTNC. Merci madame. C'est une petite question que je vais adresser au président de la RDC au sujet du grand Inga, le communiqué final en affirmation. La ministre sud-africaine a mis l'emphase sur ce programme, ce grand projet, même le président Ramaphosa, c'est pour montrer l'intérêt attaché à ces grands projets Inga. Excellence, Monsieur le Président de la République, développeur australien sous le grand projet Inga, les groupes Fortescue Metal Limited, avec qui vous avez échangé à Davos, son président. Je voudrais savoir s'il y a de la place pour tout le monde, pour tous les pays, dans ces vastes projets, parce qu'à un moment donné, vous hésitiez sur, vous n'étiez pas pour le contrat d'exclusivité, parce que l'Afrique du Sud est intéressée, il y a d'autres pays qui sont intéressés. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Bien sûr, et je continue à refuser l'exclusivité. Monsieur Andrew Forrest, puisque c'est de lui qu'il s'agit lorsque vous évoquez son entreprise Fortescue, connaît ma position, parce que dès les premiers instants où j'ai eu cet échange avec lui, je lui ai dit que je voudrais que le projet Inga soit un projet international, ouvert, multipartite, ouvert à plusieurs partenariats, et surtout les Africains. J'avais vraiment insisté sur ça, et vous entendrez partout où M. Andrew Forrest s'exprimera au sujet du Grand Inga, il répétera cela en disant « notre porte reste ouverte à tous les autres partenariats ». Alors, il se fait que j'ai l'impression qu'au niveau du développeur, comme vous le dites, la firme Fortescue n'a pas vraiment rempli les conditions qu'on attendait d'elle. Mais comme le projet n'était pas fermé et uniquement consacré à un partenariat avec Fortescue, donc nous nous sommes sentis libres
de discuter avec d'autres potentiels partenaires. Et aujourd'hui, je peux le dire, l'Afrique du Sud a exprimé non seulement son intérêt, mais également son engagement à venir. J'ai eu aussi, il y a quelques semaines, des discussions avec les représentants de la Banque mondiale, et je peux vous dire que de ce côté-là aussi, la Banque mondiale est de nouveau dans l'engouement de vouloir revenir dans ce projet, parce qu'elle en a été écartée pour des raisons que j'ignore. Ça s'est passé avant mon avènement à la tête de la RDC, donc je ne saurais pas le dire. Mais là, elle exprime de nouveau les intentions de revenir, son intention de revenir dans la danse. Et donc voilà, les cartes sont de nouveau prêtes à être redistribuées et le projet prêt à prendre forme. Et je terminerai peut-être par aussi l'intérêt manifesté par la République populaire de Chine, parce que dans mon entretien avec le président Xi Jinping, il ne l'avait pas exclu non plus. Mais évidemment, je crois que tous ont besoin d'une architecture, d'un montage financier de ce projet pour connaître les capacités des uns et des autres à pouvoir donc prendre le taureau par les cornes. Et donc je crois que, évidemment, il y a de l'engouement et de l'espoir. Le projet Grand Inga verra le jour, ça c'est certain.